On a tout fait par nous-mêmes. Puis à un moment donné, on verra où ça mène, tu sais. Mais il y a comme cette idée de mettre ses pieds où nos rêves sont, finalement, là, tu sais. Mon invité de cette semaine, c'est un artiste visuel qui, pour moi, pense au monde autant avec un grand qu'avec un petit M. C'est un gars qui prouve qu'il n'y a pas de corrélation entre ambition et prétention. C'est un gars qui incarne, qui contribue à cette idée que l'art peut, doit être et est partout. La preuve, c'est que son travail, ses œuvres et particulièrement sa fleur signature vivent partout, justement, dans des skateparks, en expo, sur des vêtements et à travers une énorme sculpture de 45 pieds en métal au centre-ville de Montréal. S'il a choisi la simplicité, le style épuré, c'est pas pour autant dire qu'il a choisi la facilité. On va d'ailleurs en parler. Avant de vous le présenter officiellement, ma demande, bien gênante, si jamais vous avez l'opportunité de laisser un commentaire, de laisser une note, de vous abonner surtout au Balado Convo sur votre plateforme de prédilection, ça aide énormément le projet et ça me ferait très, très plaisir. Sur ce, voici David Bicari, mieux connu sous le nom de Le Bicard. Le Bicard. Yes. Repentigny. Ouais. Né à Montréal, grandi à Repentigny et regrandi à Montréal par la suite dans la jeune adulte, dans la période jeune adulte, je dirais. Qu'est-ce que tu as appris à Repentigny? My God, ben des affaires. D'une part que c'est proche de Montréal, parce que j'ai passé énormément de temps en ville quand même, malgré tout. Je pense que la banlieue, il y avait comme un terrain de jeu intéressant aussi. Un genre de côté, on s'emmerde, faut se trouver des trucs le fun à faire. Ouais. Je pense que ça a stimulé beaucoup de ma créativité. Dû à ça, là, dans le fond, là, du fait que je m'emmerdais. Puis on était une gang de petits gars à essayer de trouver de quoi de le fun à faire au lieu du buvard, là, tu sais. Aussi du buvard. Exact. Mais c'est ça la plus grande qualité, je pense, de la banlieue. Ouais. Puis on y pense pas assez souvent. Moi, quand Les Louanges a sorti sa chanson Tercel, j'étais comme, c'est exactement J'ai ça. tellement eu une tercelle, là. Comme, c'est vrai que ce track-là m'a hit, faire des kickflips dans le parking de je sais pas quoi. Traîner sur un terrain de baseball. Tu connais juste ça. Exact. Si tu as eu cette vie-là. Exact. Nous autres, c'était les courts de tennis du parc La Rochelle à Repens. C'était comme t'avais la gang de Poel dans le temps, la gang de Fresh. Puis là, on naviguait là-dedans. Moi, j'ai tout le temps été l'heureux hybride. Ouais. C'est comme l'ami un peu des deux gangs. Puis le skate a beaucoup aidé à ça, là. Puis en tout cas, on en viendra peut-être. C'est sûr qu'on va parler du skate. Mais oui, tu sais, ça m'a ouvert les œillères sur bien des affaires, dont les groupes d'amis, là, tu sais. Les skills sociaux aussi, c'est une affaire importante. On va en reparler dans ton parcours pour créer cette carrière d'artiste. J'ai entendu que ton père est policier, mère comptable, mais aussi père qui chante dans une chorale, exact, mère qui peint, entre autres, qui affectionne l'artisanat. 100%. J'ai essayé de réfléchir au concept de ce que je veux dire, puis j'espère que tu vas comprendre. Récemment, on a beaucoup parlé des transfuges de classe, de la mobilité sociale, c'est-à-dire des gens qui naissent dans une classe sociale puis qui finissent dans une autre classe sociale. Mais on parle pas beaucoup des gens qui naissent dans un milieu stable, établi, fonctionnel, j'ouvre les guillemets, sans risque, puis qui décident de prendre des risques parce qu'ils ont été exposés à cette créativité puis à ce premier bourgeon d'envie de créer. J'ai l'impression que toi, tes parents, c'était comme l'hybride entre les deux puis que toi, t'as poussé l'affaire à 100%. Oui, moi, j'ai l'impression que mes parents, toute leur vie, ont voulu se créer une sécurité, comme tu dis, parce qu'ils viennent de différents milieux. Faire une histoire courte, mon père a eu une vie où il est devenu adulte super rapidement. Donc, toute sa vie a un peu tout le temps été basée à construire une sécurité. C'est mon analyse. Puis, ben, tu sais, moi, j'avais cette sécurité-là. Fait que c'est sûr que j'ai pu prendre plus de risques. Après ça, l'art était quand même valorisé chez nous. Fait que j'étais la bébite que tout le monde aurait peut-être voulu être, tu sais. Fait que ça, c'est quand même cool. Puis je peux dire ça avec du recul parce que c'est quand même venu avec des confrontations, c'est quand même venu avec beaucoup d'incompréhension du milieu dans lequel j'évoluais, tu sais. On parlait du skate tantôt, ben, tu sais, il y a comme on revient
mettons, début 2000, tu sais, c'est beaucoup associé à des bombes, beaucoup associé à du vandalisme, Fait que, tu sais, il y a comme cette notion de déconstruire un peu ce médium créatif-là. Mais t'es ado, t'as pas trop les outils, tu sais même pas toi-même t'es dans quoi. Fait que, avec le recul, c'est facile de dire que c'était accueilli puis que c'était comment je pourrais dire, valorisé chez nous, là. Mais c'est ça, tu sais, je dis pas que ça n'a pas fait de flamèche, là. C'était valorisé comme loisir, mais pas nécessairement valorisé comme carrière. Ben, en fait, c'était pas compris comme carrière. Je pense qu'il y avait beaucoup de peur de justement de faire le leap of faith d'être artiste. Ben, tu sais, ça vient avec son lot de risques, mais ça vient aussi surtout avec son lot de liberté. Ça, c'est clair. Après ça, ce qu'on fait de cette liberté-là, exact. C'est ça le vrai travail. Exact. Ça ressemblait à quoi les confrontations? Quand tu discutais avec tes parents, que ce soit le skate ou cette idée d'aller dans l'art? Tu vois, tu sais, ma mère, c'est vraiment la madame, mettons, qui arrivait au skatepark, que tout le monde connaissait, qui a demandé des stickers, tu sais, puis c'était vraiment la Karen, genre, populaire, là, tu sais, si on peut dire. Puis je dis pas ça de façon péjorative, là, c'est juste une mère présente qui était là comme elle pouvait dans ce milieu-là, là, tu sais. Mon père, lui, il est jamais rentré là, puis c'était mon milieu, puis tant que je suis là, puis je suis pas ailleurs, c'était tout, pas mal. Après, c'est sûr, j'ai des tickets en lien avec le skate, j'ai eu des petits trucs en lien avec la justice ici et là, rien de fou, mais ça y donnait un peu raison à ces moments-là. Ben oui. En tant qu'ado, c'est sûr qu'on avait des bonnes discussions sur les différents choix. Mais je te dirais que par rapport à mon père, mettons, c'est plus les premiers shows que j'ai faits. Il se pointait, puis là, c'était comme il y a du monde qui aime ce que tu fais. Un peu beaucoup d'incompréhension, en fait, un peu pas de mépris, mais de comme il rentre, il check, puis il retourne fumer dehors, puis il est comme il s'attend dehors. Fait que c'est sûr que je pense pas qu'il faisait ça pour mal faire, mais ça a quand même. Je pense que ça m'a donné de la drive d'un bord, puis ça m'a comme donné du doute de l'autre. C'est un heureux mélange, je pense, qui a fait qu'à un moment donné, j'ai fait you know what, je vais prendre les rênes de ma propre vie, puis on verra où ça mène. Là, mais... Y a-t-il un moment où il a exprimé une forme de fierté? Ça vient quand tu make it. Malheureusement. Là, c'est le fun. Là, il partage tout ce que je fais. Il est derrière moi. Il voit le succès, il voit l'engouement. Fait que, on dirait que j'ai tout le temps senti son soutien parce qu'il était comme fais ce que tu veux, t'assumeras les conséquences. OK. Fait que ça, c'est quand même. Ça, c'était sa philosophie de père. Là. C'est comme viens dans mon bureau, faut que je te parle. Genre, voici les conséquences. Fais ce que tu veux. Attends, ton père avait physiquement un bureau dans votre maison? Tellement. Ouais. Ouais, c'était comme, si on se parlait, c'était viens dans mon bureau, cette phrase-là, c'est genre le. Wow! Puis tu vois, là, j'ai un atelier chez nous, puis des fois, je dis à ma fille, viens dans mon atelier. Mais c'est zéro pour la chicaner, mais des fois, genre, j'entends mon père raisonner, là, tu sais, mais ouais. T'en as parlé, l'adolescence, c'est le skate, les films de skate. Ouais. C'est dessiner des logos de skate aussi, qui a été comme la première bougie d'allumage. 100%. C'est intégrer tes dessins aussi, finalement, dans tes films de skate. Ouais. Comment, à travers le skate, t'as compris la valeur de l'art? Je pense que c'est un milieu que, sans le nommer, c'est très enrobé, c'est très... omniprésent. Tout est omniprésent, autant sur les skates, dans les skate shops, dans les films. Il y a beaucoup de skaters, après avoir skaté, deviennent des artistes, deviennent des artisans. Fait qu'il y a comme ce genre de marginalité-là qui est canalisé de différentes façons, que ce soit ils deviennent musiciens ou artistes, whatever. Fait que tu te trouves à avoir des gens d'idoles ou du monde que tu look up, qui vivent ici ou qui vivent en Californie ou whatever, qui rendent le tout un peu possible, même si c'est dans les airs, puis que c'est pas genre quelque chose de réel pour un petit gars de Repentigny à ce moment-là, tu sais. Mais il y a comme le côté DIY aussi, beaucoup, le côté genre do it yourself. Fait que on avait un petit crew de skate, on poignait nos vieux boards qu'on sablait, on se faisait une genre de marque de skate avec ça, puis je te parle de ça, j'avais genre 10 ans, là, tu sais. Puis on se filmait avec les vieilles VHS de nos parents, puis on essayait de faire de quoi, tu sais. Il y avait comme beaucoup de... je dis tout le temps, on a appris à apprendre de même, tu sais, dans le sens que... Complètement. C'est ça. Puis c'est encore... Je fais la même affaire à ce jour, dans le sens que je me mets le bras dans le tordeur, puis on verra, tu sais, c'est à différents niveaux, mais il y a quand même ce côté-là un peu
enfantin d'approcher en fait, les choses. C'est la meilleure façon d'apprendre de pas savoir que tu es en train d'apprendre quelque chose. Exact. Juste de le faire parce que tu as envie de le faire. J'ai l'impression que c'est ça aussi, toi, ton moteur dans toute ta carrière. C'est vraiment ça. Tu sais, c'est comme... Il y a certains trucs de calculer, genre, entre guillemets. Puis c'est beaucoup lié au monde émotif, dans le sens que est-ce que c'est quelque chose qui m'enchante? Est-ce que c'est quelque chose qui me stimule? Puis après ça, comment on rentre ma démarche dans ce nouveau terrain de jeu-là qui est travailler avec une compagnie de béton pour faire un jeu d'échecs, qui est faire une sculpture de 50 pieds au centre-ville, qui est partir un online store pour avoir ma propre merch, qui est... Fait que là, tous ces terrains-là deviennent des nouveaux tordeurs à un peu rentrer ma bébelle dedans, tu sais. Mais tout part de qu'est-ce que je... Si ça me fait peur, puis ça m'excite en même temps, il y a de bonnes chances que j'aille le goût d'y aller, tu sais. T'as fait du skate? Ouais. T'as joué au foot? Ouais. T'as du water polo? Oh my God, ouais, tellement. Mon frère est un joueur professionnel de water polo, d'ailleurs. Ouais, je viens de raccrocher avec. Là. Il est en Australie, fait que l'horaire est complètement à l'envers, mais ouais. On le salue, on a le même prénom en plus. Nos salutations. Qu'est-ce que tu as appris dans le sport qui influence la mentalité de l'artiste que tu es aujourd'hui? Ben, même le skate, je l'ai tout le temps fait avec du monde. Fait j'ai l'impression que comme le côté de travail d'équipe, travailler pour et avec les autres, tu sais. Fait que ça, je pense que c'est indéniable. Après ça, il y a le côté engagement aussi, l'idée de mener un projet à terme, arriver à un tournoi, arriver en playoff, arriver comme toujours être un peu la meilleure version de toi-même pour aboutir à un projet. Je pense que le sport, ça m'a montré ça. Ça m'a montré à faire des sacrifices. Tu sais, je me suis entraîné 3-4 fois semaine toute mon enfance au water polo. Fait que ça amène quand même une certaine discipline. Mais anyway, long story short, je pense que ça a amené ça, tu sais, le côté spirit, le côté livrer quelque chose, l'idée de porter un projet plus grand que nous à la gang. Tu sais. C'est drôle parce que être artiste, c'est le métier le plus solitaire au monde. Puis je pense que je vais chercher ce trip-là que j'ai pu avoir, l'adrénaline de gang, tout ça, dans des projets collectifs, en faisant 1 million de collabs ici et là, puis en étant tout le temps le petit nouveau dans des équipes qui existent. J'avais jamais dit ça de même, mais on dirait que ça fait du sens. Hein. Ouais, puis c'est l'équilibre aussi, au fond. Cet équilibre entre être dans ton univers, réfléchir à l'art, réfléchir au message que tu as envie de communiquer. 100%. Puis ça, c'est des choses que tu peux pas nécessairement tout le temps façonner, entourer constamment de gens. Ouais. Mais après ça, une fois que le produit, ou en tout cas l'art est créé, puis la réflexion est avancée, ça, c'est la liberté de vivre ça avec le monde. Ouais, vraiment. Puis je pense qu'il y a beaucoup de ça dans ce que je fais, c'est la connexion. Autant quand je fais un art show, autant quand j'organise des événements. Là, j'ai mon petit projet de bouffe sur le site, c'est encore dans le but de rassembler. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de bêtes sociales derrière l'artiste qui se tire les cheveux chez eux. Là, il y a quelque chose que tu as dit, puis je voulais y aller plus tard, mais cette citation-là, tu l'as dit au podcast de Judith Fedzard, puis j'ai trouvé ça extraordinaire. Tu as dit, c'est quoi les moments qui nous restent pour être ensemble dans une ère où on est seul ensemble, qu'on est chacun de notre bord? C'est un repas, c'est un barbecue, c'est une épluchette de blé d'Inde, c'est un feu, c'est un art show, c'est d'aller dans un mosh pit, dans un show. C'est ça qui nous reste. Quand j'ai entendu ta bouche dire ces mots, je me suis dit, le gars vient de résumer l'objectif de sa vie. Moi, c'est là que je vais chercher mes connexions. J'ai regardé les métiers que tu as. Métier et ou loisir et ou intersection entre les deux que tu as pratiqué dans ta vie. Ça a souvent été ça, mes métiers. C'est ça. C'est ça. Bon, la réalisation de films de skate, employé de piscine après ta carrière de water polo, tu as été bouncer, je t'ai vu à quelques reprises d'ailleurs, DJ, organisateur de soirées, intervenant dans un centre de jeunes. C'est quoi la constante à travers chacune de ces avenues-là que tu as empruntées? Je pense qu'il y avait une volonté de me rapprocher toujours de mon rêve. La piscine, tout ça, c'était quand même mieux payé que travailler au McDo, peu importe. Puis c'était des horaires un peu atypiques où que je pouvais avoir du temps ultimement pour aller skater ou peu importe. Puis après ça, ben, tu sais, quand je suis déménagé en ville, mettons, j'avais début vingtaine, ben là, j'ai été portier. Mais ça, c'était le best, là, tu sais, je travaillais de soir, je rencontrais 1 million de créatifs dans le bar où que je travaillais. Fait que, tu sais, je dis tout le temps que dans ma vingtaine, j'ai investi dans ma carrière parce que j'ai brossé, puis j'ai été dans toutes les parties, puis j'ai rencontré plein de monde.
Ben, pas mal, tu sais, oui. l'école de nuit, mais tu sais, ça a quand même. Comment je pourrais dire? Il y avait un côté d'excès, c'est sûr, mais je l'ai tout le temps un peu fait dans la même lignée de rencontrer du monde, d'avoir du fun, puis de connecter. Puis après ça, en étant intervenant, ben là, tu sais, il y avait tout le côté. J'ai un diplôme en Animation et animation et recherche recherche culturelle. culturelle, exact. Tu vois comment je me rappelle même plus que j'ai fait. Mais tu sais, il y avait comme cette volonté-là quand même d'être travailleur social. Fait que tu sais, j'ai un peu touché à travers ces 2-3 années-là. Tu leur as transmis l'art aussi à ces jeunes-là, entre autres, à qui tu as travaillé. Exact. Puis ça m'a appris beaucoup sur moi aussi, ce job-là. Tu sais, quand tu fais de l'intervention, tu n'as pas le choix de creuser un peu tes bébites et tes mécanismes pour comprendre qu'est-ce que tu reflètes à l'autre, puis qu'est-ce que l'autre va chercher chez vous quand il y a une réaction, tu sais, surtout quand tu travailles avec des ados. Fait qu'il y a comme une certaine introspection qui est arrivée à ce moment-là, qui a sûrement nourri ma démarche à quelque part ou ma volonté de comprendre comment les humains fonctionnent. Puis l'idée de comprendre que tout le monde est un peu brisé, tu sais. Il y en a qui naissent dans quelque chose de brisé puis qui se construisent toute leur vie, souvent plus rapidement que le monde qui n'ont jamais catché que leurs parents étaient brisés parce qu'ils ont whatsoever, un bateau, une cravate ou whatever. Là, ou une Porsche. Un beau gazon. Là, as-tu un souvenir d'un moment où tu t'es dit « Ah, là, je viens d'apprendre quelque chose dans une interaction ou dans le milieu dans lequel je suis ». Dans ce job-là, il y avait toute l'idée de se faire pousser à bout, puis de réagir de façon autoritaire. Le piège, c'était de réagir de façon autoritaire quand tu es dans une relation d'aide, ultimement. La réponse que ces jeunes-là ont toujours eue, c'est le rejet. Fait qu'ils ont développé des mécanismes pour se faire rejeter. Quand tu es en intervention, ben, il faut que tu accueilles ça, faut que tu déconstruis ça. Fait que là, toi-même, il faut que tu comprennes pourquoi tu jappes quand l'autre jappe, ben, en tant qu'intervenant, c'est pas ça ta job. En tant qu'artiste, c'est pas ça ta job. Faut que tu t'observes, faut que tu comprennes. Quand ça pousse, au lieu de pousser, il faut peut-être que tu t'accueilles. Il y a toute cette idée de relation-là dans la relation d'aide. Ça, c'est tout le milieu communautaire. C'est une autre machine. C'est plus la bureaucratie puis la machine qui me tannait que les jeunes. Là, moi, j'adore ça travailler avec les jeunes. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à faire un stage en agence. Puis là, je me sens encore plus rapproché de ma bébelle. Là, fait que ça t'a pris 10 ans, si j'ai bien compris, avant de vivre de ton art. Ouais. Donne-moi la chronologie de la fleur, parce que si les gens connaissent ton travail, ils l'ont peut-être déjà vu sans savoir que c'est le Bicard qui est derrière. C'est cette fleur-là. Tu dis c'est arrivé avant la pandémie. À quel moment la fleur est apparue? La première que j'ai faite, je pense que c'était comme en 2018. Quand même. C'était pour une affaire, c'était pour une série de dessins qui s'appelle Je t'aime à la folie, j'avais appelé ça. C'était une fleur avec une pétale qui s'enlevait. Puis avant, je dessinais beaucoup des genres de faces en one-liner, des squelettes, des épaves de bateaux, des beaucoup affaires plus sombres. Exact. Puis, fait que c'est ça. Puis à un moment donné, la fleur, j'ai juste commencé à la mettre dans tous mes dessins, même dans les dessins les plus dark. C'est drôle parce que je faisais le ménage d'un classeur, je sais pas trop, puis je suis tombé sur des vieux dessins quand j'étais jeune, puis je faisais tout mon shadow, tous mes ombrages avec des genres de scribble comme je dessine aujourd'hui. Fait que c'est juste cette ligne-là que j'ai étirée, que j'ai grossi. C'est comme si j'avais zoomé sur ces dessins-là, puis tout était déjà là depuis toujours. T'sais. À un moment donné, j'ai mis le doigt sur quelque chose que j'adorais faire, qui faisait du bien aux gens. Puis ben là, ça a été le début là, du fleuriste. Il y a une idée de combattre, à partir de ce moment-là, le cynisme, les difficultés par les fleurs. D'un point de vue plus large, pour toi, comment l'art, ça peut ou ça doit être une réponse au climat social? Ben, je pense qu'avant que ça serve aux autres ou à la société, mettons, je pense que la première personne que je guéris en faisant ça, c'est moi-même. T'sais? Puis après ça, ceci dit, dans le sens que je ferais pas ça si ça remplissait pas un vide quelconque pour moi, je le ferais de toute façon, même si ça parlait à personne. Après ça, j'ai l'impression qu'on a besoin de symboles, j'ai l'impression qu'on a besoin de rappels, j'ai l'impression qu'on se fait bombarder de marde, de messages négatifs, de trucs oppressants. Puis le fait de se rappeler
c'est quoi notre essence, puis qu'est-ce qui nous passionne, puis comment bien interagir les uns avec les autres, peut passer par des rappels comme La Fleur, comme une chanson que t'aimes, comme un party, comme un mosh pit qui est super violent, mais tout le monde se ramasse, tout le monde s'aide, il y a comme des gestes d'entraide, puis il y a une intensité. C'est la catharsis complète. Exact, qui est comme une métaphore de toute cette bébelle-là, finalement. C'est comme, on est tous dans ce chaos-là, puis à manger des nouvelles dans la gueule sans arrêt. Ben, on va l'incarner physiquement. On va aussi au moins essayer de se tenir, puis on se connaît pas, ben viens-t'en, t'es dans ma gang, puis tu sais, il y a comme quelque chose de ça. Je pense que la folie puis la métaphore de l'art permet ces liens-là, ou de les comprendre, du moins, de mettre des images, des mots sur ça. T'sais. Avec le lien social à travers l'art. Oui, c'est une façon de se comprendre. Parce que des fois, en se parlant, on se comprend pas. T'sais. Ça, c'est vrai. Si tu crées, donc, pour toi-même, est-ce que, concrètement, tu vas mieux à chaque fois que tu fais une œuvre? Le moment que je fais l'œuvre, il y a quelque chose de thérapeutique. Après, des fois, j'essaie de canaliser quelque chose volontairement à travers cette œuvre-là. Ouais. Des fois, je le comprends par après, ce que je veux dire. Mais il y a quand même toujours un miroir qui revient, tu sais. Je me suis toujours, mettons, fait dire que j'étais optimiste. Mais dans le fond, en vieillissant, je me rends compte que c'est peut-être à moi le premier rappel, la première personne à qui je rappelle de faire le choix d'être grateful puis de savourer les moments. C'est peut-être à moi, dans le fond, que cette fleur-là s'adresse. Puis après ça, quand moi, je me mets dans ce mindset-là, je peux le partager aux autres. Tu sais. Intéressant, parce que ça vient avec un geste, cette idée de choix de l'optimisme. C'est-à-dire que les gens se font dire, non, mais pense positif, vois le verre à moitié plein. Mais ça, c'est un concept. Pour toi, c'est quelque chose de complètement tangible. C'est-à-dire, c'est ton crayon, c'est une feuille, c'est une fleur. Ouais, c'est comme si le rappel était là. Tu sais. Le pouvoir des symboles, c'est un peu ça, finalement. Là. 100%. À propos de ta démarche, je te dis en 2021, j'aime réfléchir au spectre des êtres humains dans le monde et à quel point les différences de mode de vie peuvent être frappantes. Le noir et blanc dans mon travail représente pour moi les deux extrémités de ce spectre. Ce contraste, bien que simple, a une grande signification à mes yeux. Cette idée du noir et blanc vient aussi de mes débuts comme artiste quand je faisais de simples dessins au stylo sur papier. Pour moi, tout ça ressemble un peu à une danse sur la feuille. Les gens vont beaucoup parler de ces deux choses quand on pense à ton œuvre, c'est-à-dire le noir et blanc, excluant la fleur, évidemment, le noir et blanc, puis cette idée de répétition. C'est quoi la valeur de ces deux choses-là combinées pour toi comme artiste? Ben, tu sais, le noir et blanc, comme je parlais tantôt, c'est qu'on vit dans un monde tellement aux extrêmes où que l'autre est tout le temps une menace. C'est polarisé, c'est clivé. C'est ça, exact. Fait que dans le fond, c'est comme un message nuancé dans une forme la plus contrastée ever. Exact. C'est un peu la représentation finalement d'un monde fragmenté où tout le monde essaie de s'accrocher un peu à quelque chose de nuancé, mais en se faisant bombarder de trucs extrêmes, que ce soit par nos téléphones, par les nouvelles, par les conversations, par ton beau-frère. Puis après, ben tu sais, moi j'aime beaucoup jouer avec l'image du message, justement, de la fleur, puis de la résilience, puis tout ça. Puis je parlais tantôt d'étirer, tu sais, ben c'est un peu ça, tu sais, c'est comment que je peux le faire de la façon la plus claire et bold, c'est en noir sur blanc, tu sais, quand on dit c'est écrit en noir sur blanc, ben tu sais, c'est ça, là, la vie est belle, là, tu sais, c'est écrit là. Fait que c'est un peu cocky, tu sais, de s'en tenir à ça, mais... l'idée de la répétition à travers tout ça. Ben, tu sais, Premièrement, attends, laisse-moi reformuler ma question. As-tu l'impression qu'il y a une forme de répétition dans ton travail? Ben oui, okay. Et c'est nécessaire, dans le sens que tout le concept de la fleur tient à l'idée d'en mettre partout. Je comprends. Fait que si je pars de cette prémisse-là, la répétition fait du sens. Ben oui. Faire un Flower Day sur les réseaux sociaux pour mettre des fleurs dans le téléphone des gens à chaque jour. 250 que t'en as fait. J'en ai fait 250 back-to-back. Là, je suis rendu à 380 quand ça me tente. Mais tu sais, il y a quand même une idée de où je peux mettre des fleurs où il n'y en a pas dans le téléphone des gens pendant qu'ils sont sur la bolle. Parfait, on va faire ça pendant 250 jours. Après ça, tu sais, la sculpture, ben ça, c'est un œuvre publique qui m'appartient plus, entre guillemets. C'est aux gens de se l'approprier, puis ils peuvent avoir le message qu'ils veulent là, mais c'est une autre façon de mettre des fleurs partout dans le quotidien. Fait que
la répétition est nécessaire au concept, à la mission que je me suis donnée, tu sais. Après, moi, mes journées, ça ressemble zéro. Mes projets, ça ressemble zéro. Puis j'aime beaucoup jouer avec l'univers des autres, puis voir comment, soit je peux tremper mon univers dans leur univers, ou comment j'ouvre les paramètres du mien pour jouer avec leur intention, tu sais. J'ai fait un stunt avec Emma Québec l'année passée pendant Mural. Ils voulaient du rouge. Là, je suis comme, OK, comment je pourrais faire ça? J'ai détaché une pétale de ma fleur qui est devenue une goutte de sang. Fait que là, je suis dans leur univers. C'est un don de sang. C'est la fleur qui donne une pétale qui devient une goutte de sang. Ben, c'est créatif, tu sais. Même si on reste dans les mêmes règles que je me suis données, tu sais. Fait qu'il y a un peu de ça, tu sais. On dirait que les contraintes deviennent quelque chose de super stimulant, là, tu sais. C'est clair. Ouais. Je pense que des fois, ça prend ça pour créer. Mais le message, oui. Puis le message s'est transformé beaucoup. Dans le sens que, oui, une répétition, mais après, le message évolue dans le sens que, tu sais, j'ai fait mon premier show à Fleur de Peau qui était « Vois les petites choses dans ton quotidien ouais. ». Après ça, j'ai fait un show à Paris qui était une autre affaire, qui était comme plus une documentation de road trip où je faisais mes œuvres directement, genre, dans les lieux. Après ça, j'ai eu un autre show qui était Fleur de Soie, qui était comme un aboutissement de thérapie. Fait que là, c'était toutes les c'était très introspectif comme exposition, mais la fleur jouait le rôle de mes ambitions, on va dire ça de même. Puis là, tu sais, après ça, tu as l'expo que j'ai faite en ce moment, Résistance, qui est comme la douceur comme acte de résistance, finalement, dans un monde. Fait que c'est un peu utiliser le vocabulaire du chaos puis de la manif, mais la douceur avec la fleur. Encore une fois, le contraste. Exactement. Fait qu'on est tout le temps dans cette confrontation-là, mais le message, il shift quand même. Fait que, tu sais, je pense que pour moi, c'est juste un outil là, pour m'exprimer. Là, est-ce que tu crois à l'erreur dans la vie? 100%. C'est quoi la valeur de l'erreur? La valeur de l'erreur, c'est d'apprendre. La valeur de l'erreur, c'est de se donner la chance de faire quelque chose. La valeur de l'erreur, je pense que tout est un peu une erreur qu'on assume ou pas, dans le sens que chaque décision est peut-être comment on fait pour savoir si c'est la meilleure. On le saura jamais. La vie est un brouillon. Tant que ça brise pas. Fait après, il y a des erreurs qui coûtent plus cher que d'autres, puis il y a des pas en termes financiers, mais il y a des erreurs plus difficiles à vivre. C'est normal, mais tu vois, moi, il y a un côté très assumé de l'erreur, justement, dans l'ère de la perfection puis de l'optimisation puis du AI, sans démoniser le AI. Je l'utilise pour faire des recaps de brainstorm. Mais il y a quelque chose, je pense qu'il y a une valeur au mal fait, entre guillemets. Il y a une valeur à l'esprit humain, à la volonté de communiquer de façon brouillonne, si c'est les outils que tu as. Il y a une valeur à ça, il y a une valeur émotive, il y a une valeur communicationnelle. Fait que, ouais, c'est la valeur de l'erreur est là, tu sais. Y a-t-il une valeur à la montrer, l'erreur, quand on est un artiste visuel, ou à montrer, je sais pas, la démarche, les moments où les choses se sont pas nécessairement passées comme on le voudrait? Moi, mettons, je vais dans un musée, je regarde un œuvre des plus grands maîtres peintres, je cherche les erreurs, tu sais. Parce que c'est ça qui me fait du bien de savoir qui était là, qu'on voit une trace de doigt, que genre, au landau de l'encadrement, t'as un stem qui est mal imprimé. Tu sais, moi, c'est ça qui vient trigger mon monde émotif. C'est comme. C'est quoi, c'est l'humanité dans cette affaire-là? C'est l'humanité, c'est la nostalgie, c'est l'idée d'être là avec l'humain qui le fait dans le. La minute que tu valorises ces erreurs-là, ben, tu vis pas mal une meilleure vie, là. Choisir l'imperfection pour la connexion. Exact. Au bénéfice de la connexion. Exact. J'avais dit qu'on parlerait de tes skills sociaux. Il y a une anecdote que tu as racontée. 17 ans, tu pars de Repens pour venir à Montréal, je pense, à Mural, tout seul, parce qu'il y a des artistes visuels qui sont un peu des idoles, des gens que tu as envie de rencontrer. Quel pourcentage ou quelle partie de ces skills sociaux-là, de ces risques-là que tu as pris, de ce moteur que tu as eu à faire partie de cet écosystème-là t'attribue à ton succès aujourd'hui? Le fait de faire des efforts pour aller quelque part puis s'intéresser,
ça amène un regard différent, dans le sens que je prenais rien pour acquis à ce moment-là de ce que je voyais. J'étais pas juste comme pourquoi je suis ici, je subis l'art. C'est un choix délibéré de faire autant d'efforts pour aller voir du monde, puis aller voir les artistes. Je pense que ça, c'est d'une part. Après ça, je pense qu'il y a comme un intérêt profond, je sais pas comment le dire, mais tu sais, de comprendre comment les choses sont faites, de comprendre, d'enlever un peu je veux dire le quatrième mur, mais tu sais, d'enlever un peu, OK, pourquoi lui, on le met sur un piédestal? Ouais. Puis il fait la même chose que tout le monde, ben c'est parce qu'il a fait des choses que le monde n'a pas faites at some point. Et ça revient à revoir le dos de l'œuvre avec l'estampille qui n'est pas nécessairement parfaite. Puis il y a une aventure aussi qui vient avec ça. Il y a l'idée de pas trop savoir, l'idée de pas savoir qui tu rencontres, qui va te mener où, qui va peut-être... Il y a comme une aventure là, qui découle de ça qui est super cool aussi. Là. Mais il y a une volonté profonde de rencontrer les gens sincèrement. Tu sais. As-tu toujours eu ça, cette capacité ou cette envie d'aller à la rencontre de l'humain ou quelque chose que tu as développé au fil du temps? Ben, tu sais, j'ai tout le temps quand même été une bête sociale, même plus jeune. Je pense qu'à quelque part, moins maintenant, mais je pense qu'il y avait comme une idée de recherche de validation aussi, quelque part là-dedans. Tu sais, en étant justement à Repentigny, mais souvent en ville, j'étais pas le gars de la ville. Fait que là, comment... Mais il y a une gratitude quand même qui est différente, je trouve, pour les gens qui n'ont pas qu'évolué dans le milieu montréalais. Parce que c'est quelque chose qu'on prend pas pour acquis. J'ai l'impression qu'à chaque étape, il y a un petit quelque chose, même dans ta carrière, qui doit être comme « Je peux pas croire, je suis rendu là. » Ouais, oui, mais il y a comme un genre de « Fuck, pourquoi on nous a appris ça? » Genre, comme pourquoi on nous a appris que réussir à Montréal, c'était de shit, puis pas, tu sais, comme la guerre entre Montréal et Québec, la guerre, tu sais, comme pas les régions, genre, pas... Tu sais, man, moi, j'habite en campagne, j'ai une galerie, genre, je suis représenté par une galerie à Québec, genre, le maire de Québec porte un chandail du Canadien, man, genre, moi, c'est dans ce Québec-là, je veux vivre, là. Pourquoi on met des balises? Pourquoi on saillit tout quand on est, genre, un petit crise de gang, genre, comme... On peut-tu juste tous s'élever ensemble puis être content puis arrêter de voir Toronto comme une menace? Genre, tendons la main à Toronto puis allons faire des affaires là-bas. Tu sais, j'ai fait des projets à Toronto puis quand j'arrive là-bas, je suis bien reçu. Je suis pas comme le gars de Repentigny qui a make it à Montréal. J'allais faire des affaires à New York. Je me fais reconnaître au Aimé Léon Doré par un dude qui est comme « Are you the flyer guy on Instagram? » Je suis comme « Non, I'm the little kid from Repentigny, calisse, genre, tu sais, non, là. » C'est comme, à un moment donné, on peut-tu enlever notre tête de notre cul puis juste comme penser plus grand, là, mais encore une fois, ça, faut que ça parte d'un endroit humilité que t'as. Oh, ben, je pense, ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais. Parce que pour réfléchir comme ça, il faut aussi que tu aies réfléchi à ça veut dire quoi, tout ça. Là? Quand je te dis qu'il y a du travail qui est fait, c'est un peu ça. C'est un peu déconstruire tous les fausses causes, les fausses peurs qu'on apprend au final de monde qui ont peur, là, tu sais, à un moment donné... C'est ça, avoir peur d'avoir peur, moi, je crois pas à ça. Là, pas avec la peur qu'on va évoluer. C'est une chose qui est sûre. La peur, ça crée, justement, le schisme, le clivage, la polarisation. 100%. La chicane. Bon, l'art de Le Bicard a vécu, sur papier, sur des murs, des vêtements, des objets, mais ce qui m'intéresse là, c'est comme la troisième dimension qui est entrée dans ton œuvre dans les dernières années. Je t'ai écouté raconter cette histoire des fleurs en broche dans ta voiture que tu as accrochée dans les clôtures. Puis c'est devenu Les Fleurs poussent sur Saint-Denis, qui a été comme une des premières installations que tu as faites en extérieur, les prototypes. Puis après ça, cette giga-œuvre, et les fleurs sont partout, le jardin du centre-ville, 45 pieds au coin de Sherbrooke-McGill. Tu vas peut-être trouver la question étrange, mais ça apporte quoi à un artiste comme toi? Le processus, je m'en doute. Mais de voir l'œuvre exister de façon magistrale au centre d'une ville, justement comme on en parlait, que tu as fini par investir. Il y a quelque chose de weird parce que la minute qu'elle est installée, elle t'appartient comme. Ouais, c'est fini. Fait qu'on dirait que t'as comme un genre tu sais, comme c'est quoi le prochain projet? Et ce qui est vraiment étrange parce que ça fait 1 an et demi, 2 ans de dévouement puis d'inconfort professionnel à dealer avec du monde que tu deals pas, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a comme ce côté-là qui est bizarre.
Mais je me rappelle, tu sais, mettons, la journée que ça a été installé, il y avait un détour parce que dans le fond, il y avait 2 grues pour installer la sculpture. J'étais pris dans mon propre trafic. J'écoutais du Rick Ross. Yes. Puis j'étais comme euphorique, là, tu sais, en mode man, c'est mon trafic, genre, c'est tellement sick, genre, comme égoïstement, je trouvais ça malade. Après ça, une semaine après, je sais pas trop, il y avait la conférence de presse, là, t'as Tourisme Montréal qui est là, la chambre de commerce, le groupe Mac, tu sais, comme, c'était super intimidant, j'ai pogné le shake pendant le speech, puis tout, tu sais, c'était comme, c'était toutes des premières pour moi, là, tu sais, d'avoir une aussi grosse tribune, puis la visibilité, les relations. Pression, tu sais, tout ça, fait que, puis en partant de là, encore là, c'est pour l'anecdote, mais tu sais, je suis retourné en campagne, puis je me suis juste couché en étoile dans ma piscine, je regardais le ciel, puis j'étais comme, mon corps, il était, genre, j'étais sur un nuage, là, ben raide, là, tu sais, j'étais tout seul, je pense que Chloé était partie chercher ses enfants, ou je sais pas trop, puis il y a comme eu un moment je pense de fierté, puis d'apaisement monumental, de comme, c'est fait, genre, comme, c'est livré. Fait que ça c'est le moment, genre, quand ça se fait, ce sentiment-là de fierté, je pense, d'avoir travaillé aussi fort puis de m'avoir mis autant en danger. Puis après ça, il y a comme je dirais que le père de famille a quand même pogné un trémolo quand j'ai pensé que ma fille allait passer là à dos en allant magasiner au Simons du futur, là, je sais pas trop. Puis qu'elle allait comme, tu sais, hey, ça c'est mon père qui a fait ça, ou genre qu'elle va être super fière, ou whatever, tu sais. Mais il y a quelque chose qui permet de penser à la suite, genre. C'est tout des legs qui vont comme qui vont rester là. Tu sais, il y a comme un esprit de longévité. Ouais. Ouais. Penses-tu à l'idée que ton art va te survivre inévitablement? À la blague, puis là, ça, c'est une mauvaise blague. Là. C'est une dad joke, faut qu'on se préparer. Non, mais j'aime pas, je vais dire. Non, mais en fait, c'est qu'il T'as pas le choix. Il y a tout le temps la joke que l'art, ça vaut plus cher quand t'es mort, tu sais. Bien sûr. L'art visuel, il y a ça qui existe. C'est pas performatif. Personne ne comprend rien de toute ta vie. Puis à un moment donné, tu pars, puis ça reste, puis le monde, il essaie de catcher, tu sais. Ben, effectivement, qu'il y a quelque chose de... C'est ça, tant mieux si ça trigger des émotions après que je sois là, mais... Mais sens-tu que les gens comprennent mal ce que tu fais en ce moment? Ben, tu sais, il y a des artistes qui se cachent derrière leur art puis qui en parlent pas. Moi, j'essaie de véhiculer un message de mon vivant. Ouais. Ouais, l'incompréhension, je pense que tout le monde le comprend à sa façon. Fait que, est-ce que c'est de l'incompréhension de pas le comprendre comme moi? Peut-être pas, je sais pas. Mais de l'incompréhension, c'est pas de pas le comprendre comme toi, c'est de pas le comprendre, point. Ouais, c'est ça, exact. Ben, peut-être qu'il y a du monde qui comprennent pas pourquoi je passe ma vie à dessiner des dessins d'enfants, là, tu sais, pour réduire ça au plus bas, tu sais, mais... T'as-tu déjà entendu ça réellement? Souvent. Surtout ces réseaux, là, avec Flower Day. Mais ça, c'est genre le plus beau compliment que tu peux pas faire. C'était comme dessiner de façon décomplexée dans un monde de perfection. Je le prends comme un compliment, tu sais. Puis toi, tu le sais pourquoi tu le fais de toute façon. Exact. Ça m'amène à une autre question. Comment tu te perçois dans ce vaste monde qui est l'art visuel? My God, c'est une bonne question parce que, tu vois, moi, je le vis de l'autre bord un peu, puis je suis comme... C'est un monde qui est dur d'accès, j'ai l'impression, pour le commun des mortels. Intimidant. Intimidant. Il y a beaucoup de gatekeeping. Puis, tu sais, moi, je passe pas par le chemin traditionnel de l'art avec un grand A, puis c'est correct. Je me suis détaché de tout ça, puis j'ai l'impression que toute ma vie, j'ai tout le temps passé par des chemins longs où mais j'ai jamais arrêté d'avancer. Fait que, tu sais, est-ce qu'un jour, une de mes toiles va être au Mac ou peu importe? Peut-être, ça sera au monde de décider, mais tu sais, moi, il y a comme cette volonté-là de rejoindre le monde, puis je peux pas le faire dans un monde où il faut choisir à qui qu'on parle, tu sais. Fait que, oui, je vends des toiles 5-10 000 $, mais j'aime ça que j'ai un T-shirt puis une carte postale sur mon site parce que
le kid qui tripe sur mes affaires, il peut avoir une partie de cette bébelle-là. Est-ce que ça dévalue un ou l'autre? Je pense pas, tu sais. Moi, je crois au low and high qu'on appelle, là, l'idée que tout le monde peut avoir un peu d'or chez eux, là, tu sais. Comment tu préserves ta sensibilité à tout moment dans ton travail, sachant que peut-être que c'est méta là, comme question, mais que ça reste quand même ton gagne-pain, ton emploi, la façon dont tu peux te permettre ou pas la vie que tu veux mener. Ben, tu sais, je te cacherai pas qu'il y a une danse business quand même derrière ça, tu sais, comme n'importe qui essaye de vivre de sa passion. Après, je me suis créé un genre d'écosystème qui permet d'avoir plusieurs champs d'activité actifs. Fait que ça fait que je tape pas juste sur le clou des expos, je tape pas juste sur le clou des impressions, je tape pas juste... Fait que tu sais, il y a comme un mouvement quand même dans la sollicitation. Ça permet d'être créatif autrement, c'est ça que je veux dire, tu sais, c'est comme... Puis après ça, si tu forces, si tu pas forcé, on revient aux engrenages, tu sais, c'est comme, essayons-le, puis on verra où ça mène, là, tu sais, mais... Ouais. Il y a un gars dont tu parles, puis je pense que c'est une influence pour toi, puis en lisant sur lui, j'ai comme compris aussi ce que ça pouvait être la carrière de Le Bicorp, la façon dont on met les building blocks de cette carrière. Jeff McFetridge. Ouais. Il y a quelque chose avec Jeff McFetridge, quand je lisais sur lui, c'est un travailleur compulsif / inépuisable. J'ai l'impression que c'est une partie de ce qui fait son succès, ce qui fait de sa visibilité aussi. As-tu ces mêmes traits de caractère dans ton travail? Quand même. S'il y a quelque chose à faire, je vais pas arrêter tant que c'est pas fini, genre. Cool. La famille, c'est la seule chose qui m'arrête de travailler pour vrai. Tout ce qui compte. Ouais, exact. La famille. Je suis très go get it. Si je monte un show, j'arrête pas tant que c'est pas fini. Ouais. Fait que ça, dans ce temps-là, je suis justement plus dans mon corps, moins dans ma tête. Puis il y a quelque chose de très, pas mécanique, mais très... dans l'action. Dans l'action, dans le mouvement, tu sais. Ouais. Je me reconnais là-dedans. Puis tu sais, je travaille sur... Tu sais, c'est Virgil qui disait ça, le travail tout le temps sur 3-4... Ouais, c'est exact. Travaille tout le temps sur 3-4 projets. Tu travailles juste sur un projet, tu travailles comme... Tu travailles pas. Puis c'est vrai que les projets se nourrissent un envers l'autre. Puis tu es tout le temps un peu à planche à dessin. Puis tu gardes ton muscle activé. Fait que ça, je l'ai, tu sais, genre... c'est ça, l'infinissable to-do list de projets un peu, de prototypes, de cossins ouverts. Puis, tu vois, je travaille sur un livre. Ouais, ma dernière note ici, c'est un livre, point d'interrogation, point d'exclamation, parce que je t'ai entendu à certains moments donner des petits indices. Exact. Puis tu vois, dans le livre, il y a un concept qui est comme, en tant qu'artiste, tu vis avec le temps long puis le temps court. Ouais. Dans le sens que... La vie, c'est court, mais c'est long des petits bouts, ce qu'il disait Dédé. C'est Dédé. C'est un peu dans ce sens-là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a comme une timeline qui est lente, qui est les pensées, puis les genres de projets que tu sais que tu vas faire à un moment donné, mais que tu sais pas trop encore comment ça va prendre forme. Après ça, t'as comme la timeline vite, mais qui est comme... C'est comme tu as une horizontale. À la même vitesse, mais il y en a une qui est comme sur le long terme, puis l'autre sur le court terme. Puis l'autre, c'est les deadlines, c'est les arrivées, c'est les idées qu'il faut que tu ramasses pour livrer, tu sais. Fait que ça, c'est un nourrit l'autre, tu sais, parce qu'au final, des fois, tu vas chercher sur l'autre timeline une idée parce que faut que tout le temps que tu ailles une ligne de pensée claire sur le long terme puis une genre de cohérence. Ça permet de faire des mots vite qui sont cohérents finalement avec ta vision, tu sais. Ce livre-là, à quel point il est inspiré de celui de Rick Rubin? Pas tant. Parce que je l'ai lu, le livre de Rick Rubin. Qu'est-ce que ça a fait, le livre de Rick Rubin? C'est vraiment validé. Ça t'a sécurisé. Ça m'a sécurisé. C'est drôle, je parle comme s'il était genre fini, là, mais je travaille dessus. La prémisse, mais la prémisse du livre, c'est que je l'ai comme morcelé comme un feed, disons. Tu sais, je veux faire attention à l'attention des gens. Wow. Fait que c'est ça l'idée. Fait que c'est comme un table book qui raconte une histoire, mais que tu peux un peu ouvrir à n'importe quelle page. L'idée, c'est un peu, tu sais, de 2020 à 2026, dans le fond, 2025, j'ai eu mes 2 filles, je me suis lancé à mon compte, fait qu'il y a eu plein d'événements vraiment marquants dans ma vie. Il y a eu beaucoup de choses que j'ai compris là-dedans. Le but, c'est plus de m'expliquer à moi que de faire un speech de coach de vie. Fait que ça m'a permis peut-être de comprendre certains mécanismes ou certaines idées. Tu sais, comme l'idée de vouloir contrôler le contrôle, l'idée, c'est quoi la relation avec le contrôle quand t'es visionnaire, tu sais. Parce que tu vois clair, les gens ne le voient pas nécessairement, mais il faut t'embarquer du monde dans ta vision. Fait qu'à some point, tu
peux pas tout contrôler. Si les gens le voient pas, ce que toi, tu vois vraiment Mais clair, finalement. Est-ce que ça paye, est-ce que ça nuit ou sert au projet de vouloir aller à tout prix à la vision qui est claire pour toi si... Après ça revient à ton idée de double timeline. C'est-à-dire, ça se peut que tu aies une idée dans l'immédiat que tu penses qu'il doit arriver à son aboutissement parce que tu as l'impulsion. Finalement, tu drop sur la deuxième timeline, qui est celle du long terme. Tu vas aller repiger cette idée-là plus tard. Exact. Qui va te servir au bon moment. 100%. Puis tout devient un peu le pilote de l'autre. Si on parle de Bécassiette rapidement, là, tu sais, l'idée de la bouffe, ça fait longtemps que je l'avais. Mais là, t'attends-tu de le vendre à quelqu'un? Ça n'existe pas. Non. T'attends-tu quelqu'un de pauvre pour faire ça? Non. Fait que là, j'ai mon ami Ben, avec qui je filmais du skate quand j'étais jeune, qui est mon meilleur ami. Je suis le parrain de son gars. On chill ensemble. On va dans des restos. On a tout fait par nous-mêmes. Puis à un moment donné, on verra où ça mène. Tu sais, mais il y a comme cette idée de mettre ses pieds où nos rêves sont, finalement. Là, tu sais. On est à cette époque de toute façon. Ouais. Faut juste le faire. Il y a bien des jeunes qui le comprennent. Bien en sûr. ce moment, à vitesse grand V. Tu sais. Complètement. Ouais. Quand j'ai vu que tu as lancé ça, justement, Bécassiette, je me suis dit, bon, je sais qu'on doit avoir des influences semblables dans ces univers-là. Je me suis dit, c'est qui l'influence principale? C'est-tu Action Bronson? C'est-tu du Anthony Bourdain? C'est-tu Eddie Wong? C'est-tu David Chang? Si tu avais à identifier Matty Madison aussi, que tu as nommé un peu plus tôt, c'est qui l'influence pour toi? L'épitome, pour utiliser cet anglicisme, de ce que c'est que de faire du contenu de bouffe qui est démocratisé et démocratisant. Ouais. Ben, je te dirais que mettons, le format, c'est très Action Bronson. Ouais. Fox That's Delicious. C'est comme, il se pointe à des places, il goûte des affaires, cuisine un peu avec le monde. Lui, il a un background de chef. Moi, je l'ai pas. Fait que je suis plus l'épicurien qui se pointe. Puis, au niveau du montage puis du rythme, ça s'apparente peut-être plus à ce que Matty Madison fait, qui est comme plus punché, plus goofy, plus comique. Assuré, un peu plus. Il y a un petit côté, je vais dire, sale. Oui, 100%. Sans que ce soit péjoratif. Bon Exact. Non, puis il y a beaucoup de ça. Tu sais, moi, quand je décris Bécassiette, c'est genre champagne 8 sur la chaîne de trottoir. Tu sais, c'est comme... C'est un peu... Bloody Caesar, hot dog dans le skatepark. Exact. Puis, tu sais, après ça, ben, tu vois, moi, je suis pas chef, mais j'ai quand même des idées. Fun, Puis, tu sais, tu vois l'idée du Bloody Caesar au Peace Park. Ben, tu sais, on filmait du skate pour mon expo qui était au Foil. Il y a genre une salle immersive pour projeter. Je me demandais que j'allais projeter là. Puis, je suis comme, bon, pourquoi pas faire un retour aux sources finalement? Parce que le show s'appelait Résistance. J'étais comme, moi, toute ma vie, jeune, j'ai résisté en faisant, à bien des affaires en faisant du skate. Fait que j'étais comme, ça fait du sens de faire un retour aux sources à ce moment-là. Puis là, on filmait cette vidéo-là. Puis j'étais comme, c'est Ben qui filmait. Fait que j'étais comme, on fait pas un Bécassiette tant qu'à être ensemble. Un 2 pour 1. Puis là, j'étais comme, OK, on pourrait faire le Cold Peace Park, le Pool Room. Fait que là, l'idée des Bloody Caesar avec les hot dogs du Pool Room est venue. Puis comment ça s'inscrit dans le grand univers, le Bicard? Je pense à moi. Ben oui. Il y a plusieurs facettes. Tu sais, t'as l'artiste visuel, t'as le skater, t'as le DJ, t'as le père de famille, t'as plein de trucs à accrocher. Je suis souvent dans des restos, je gravite autour du monde de la bouffe. C'est quelque chose que j'ai profondément un intérêt. Fait que pourquoi pas développer ça? Après, il y a comme un pont à faire avec ma pratique artistique parce que, tu sais, mes premières expos, ça a été dans des cafés. J'ai des toiles dans des restos. J'ai fait des brandings pour des brands de vin. Il y a quand même, tu sais, j'ai fait des dessins sur des boîtes de pids pour une pizzeria à Halifax. J'ai fait des Flower Day dans des cafés à New York. Tu sais, il y a comme tout le temps ce lien-là quand même lié à ma pratique. C'est ça, tu sais. Fait qu'il y a comme une générosité dans la bouffe, puis comme il peut l'avoir dans l'art visuel. Fait qu'on dirait que c'est un peu ce pont-là que je me crée pour me rassurer, là, mais ouais. Oui. Faut s'en créer des ponts pour se rassurer. J'ai du fun en créer cette affaire. Ça, c'est la première raison. Je mange des bonnes choses, je rencontre des humains passionnés, puis ça, c'est la principale raison, finalement, de faire ça. Là. Avant de venir ici, j'écoutais une entrevue de Trevor Noah avec Karim Rama qui fait Subway Takes. Ouais. Qui fait Keep the Meter Running. Puis il disait la seule raison pour laquelle je fais ce que je fais, c'est parce que j'ai du fun. Point. Puis je t'entends dire ça, puis je pense que c'est le meilleur moteur. C'est tellement drôle que tu parles de lui, parce que souvent j'ai écouté la même entrevue, puis
parlais, ma petite voix insécure parlait à Ben, mon filmeur, puis j'étais comme, man, on met tellement de temps là-dessus, puis les views sont pas là, puis genre, là, je tombe sur un clip d'un entrevue avec Karim, puis il est juste comme, je check aucun data, genre, j'essaie juste de faire le meilleur show, puis tant mieux, c'est le monde là. Puis, on dirait, j'ai envoyé à Ben, puis j'étais comme, c'est tellement ça, dans le fond, là, comme, toute notre vie est basée sur faire ce qu'on aime, puis le partager. Fait qu'à un moment donné, tu peux pas te fier à des paramètres qui sont des océans métriques qu'on contrôle jamais. Là, la passion d'abord et avant tout, le fun d'abord et avant tout, sinon il n'y a pas de vie. 100%. Tu travailles avec ta blonde maintenant, Chloé. Ensemble depuis quoi, 17 ans? Ouais. Incroyable. 16 de mon côté. Wow. On se comprend. Il y a quelque chose quand même dans ces longues relations-là. En plus, vous êtes non seulement un couple, mais vous êtes une famille qui à la fois pose des défis, mais surtout permettent de focaliser sur les bonnes choses, surtout quand on est en train de bâtir comme tu es en train de le faire. Comment tu décrirais l'apport de Chloé, pas nécessairement du point de vue de la business, mais dans le grand univers de ta vie? Ouais. Ben, j'ai envie de commencer en disant que je crois profondément à la charge mentale. Ben oui. Il y a beaucoup d'hommes qui ne croient pas à la charge mentale. Moi, je comprends à 100% ce que Chloé fait que je fais pas. Qui te permet de... Qui me permet de rêvasser puis d'avoir des idées. Puis je la remercie sans cesse pour ça. Ceci dit, tu sais, il y a comme une complicité aussi. Fait qu'il y a comme cet appui et accueil de vision qui est très, très difficile à mettre en mots, mais qui est considérable au quotidien. Puis ça vient avec des frictions, ça vient avec des différends, mais surtout des beaux moments. Puis tu sais, ce qu'on fait en bâtissant la vie qu'on veut, c'est ultimement être libre puis pouvoir un peu naviguer cette vie-là comme on veut, tu sais, mais ouais. Avec des lunchs à faire le matin, puis un taux d'hypothèque à régler à some point, tu sais, on s'en sort pas de ça, mais la lunette est quand même différente quand tu peux choisir le reste des paramètres. Je pense que la compréhension du risque, c'est surtout dans des milieux comme le tien, c'est la base de la stabilité. 100%. Et pas assez en arrière, tu sais, t'es assez à côté. Ce qui est fou, c'est que j'imagine que le partage des, entre guillemets, victoires, arriver dans une expo, savoir que c'est votre projet, ça doit être extraordinaire. Vraiment. Dans ces moments-là, c'est là que la valeur du risque prend forme, parce que c'est comme tout ça, c'est pour ces genres de moments-là un peu libres, là, finalement. Là. Ouais. C'est fou parce que toute cette conversation-là, pour moi, c'est, puis je sais pas si tu t'en rends compte, mais c'est tout ce que ton art permet. Pour toi, pour les gens autour de toi, pour les gens qui te connaissent pas, pour les gens qui achètent, qui affichent dans leur maison. C'est un geste extrêmement personnel. Tu l'as dit, tu le fais pour toi. Mais qui, puis ça, c'est le grand cliché, devient universel, mais non seulement universel, il devient quelque chose de tangible. Merci. J'ai des chills parce que pour vrai, c'est tu sais, je fais pas un show devant un crowd qui crie mon nom, mettons. C'est ça. Puis il y a du monde, tu sais, tu vois, récemment, là, j'ai reçu, j'en parle, on dirait j'ai émotif, mais j'ai reçu une prof au primaire qui a fait un atelier à la façon Le Bicard. Puis elle m'a envoyé des photos, des bricolages faits des kids. C'était mon personnage Bloom qui fait qu'est-ce que les autres aiment, peu importe, joue au soccer, joue whatever. Puis là, déjà ça, je trouvais ça beau. C'est touchant. Puis après ça, elle dit, il y a une petite fille qui vit des affaires vraiment rough chez eux. Quand je parlais de ton moto puis de la démarche derrière, elle m'a dit, genre, ça m'a fait vraiment du bien de comprendre ça, parce que c'est vrai que quand ça va mal, il y a plein de choses dans ma journée qui va bien. La fameuse phrase d'Henri Matisse, il y a des fleurs qui poussent partout, il faut juste savoir les voir. Ça a résonné chez une petite fille de 8 ans.
je sais pas où, genre, à Lanoret ou whatever. Tu sais, c'est quand même, c'est là que tu vois, tu sais, comme quand tu me dis ça ou quand, c'est là que je le reçois comme, oh my God, OK, tu sais, c'est, ça rentre chez le monde, tu sais. Ouais, puis tout ça part de ton geste. Puis tu dis que c'est universel. Genre, récemment, j'ai fait une illustration pour la Fondation Véro et Louis, pour les chandails. Puis là, ça sort. Puis là, tu sais, ça, c'est très grand public. Fait que là, tu sais, ça rejoint un spectre de monde que je rejoins pas nécessairement avec mes trucs. Puis tant mieux, c'est cool, ça rentre chez le monde que ça rentre pas d'habitude. Puis le lendemain, Fléau DiCaprio se faisait tatouer une de mes fleurs d'en face. Puis là, j'étais comme, oh my God, OK, genre... J'ai complété le jeu. Le spectrum du jardin est immense. Incroyable. C'est presque universel. Je pensais que tu allais me dire qu'il y avait une fleur dans la station spatiale internationale qui s'en allait là. J'aurais trouvé ça incroyable. Ouais, c'est ça. Faudrait, là, à un moment donné. Ma dernière question. Quand ta fille te demande ce que tu fais dans la vie ou quand ta deuxième fille va te demander ce que tu fais dans la vie, comment tu l'expliques? Je dis artiste. La façon la plus vague et claire de l'expliquer. C'est drôle, hein, parce que les enfants, ils mettent pas de préjugés sur ce que tu leur dis. Fait que, tu sais, elle voit que je travaille, puis je fais du bien aux gens, puis que les gens aiment ce que je fais, puis que des fois, ça marche pas à mon goût. Tu sais, ils voient quelqu'un de passionné, là, au final. Là. Fait que, tu sais, peu importe ce que je ferais, ultimement, c'est ça que je veux cartine plus que le STEM, tu sais. Même chose pour Pauline, I guess. On va lui laisser le temps de grandir. Ouais, exact. Le Bicard, ça fut un plaisir. C'est réciproque, c'était vraiment cool. Tu reviendras quand tu sortiras ton livre, on va le mettre ici. Drette là. Tellement. Drette là. Merci, mon cher. Merci, man.